Et je joue à la cour de l'église et on joue au football. Et puis, forcément, ce n'est pas la question est-ce que la fille veut jouer au football avec les garçons. Là, c'était est-ce que la fille veut que les garçons viennent jouer avec elle. C'était différent, tu vois. Donc, voilà, parce que j'étais plus fort qu'eux. Et puis, voilà, à un moment donné, il fait que je suis parti d'une équipe à jouer au football parce qu'on m'avait repéré et puis j'avais joué, quoi. Mais je n'ai jamais eu de ce problème-là. Tous les garçons qui jouaient avec moi, jamais. J'étais plus forte. Ouais, j'étais plus forte, mais on était vraiment des potes tous ensemble. Pour moi, c'est pas une question de mentalité européenne, c'est un standard, on va dire, footballistique, d'organisation qui se fait partout. Si tu veux réussir, pour moi, si tu veux atteindre certains objectifs, tu dois avoir une certaine base, certains standards. Et après, ça peut arriver qu'il y a des couacs par-ci, par-là, mais tu as un standard. Et moi, c'est ça qui me frustre un peu, c'est qu'on n'a pas de cadre. Déjà ça, on n'a pas d'infrastructure. Quand tu regardes les filles, dernièrement, il y avait un scandale chez nous où on avait trouvé des filles qui dormaient à même la rue, sur le trottoir, parce que la Fédé n'avait pas payé l'hôtel. Donc déjà de base, le football des hommes là-bas, il n'est pas structuré. Alors, le défi, c'est déjà ici, les seuls défis, on voit que c'est négligé par rapport aux hommes. Alors là-bas, c'est encore pire. Les filles, elles n'ont rien en fait. Et il y a de plus en plus de filles, je vois ça au Congo, qui jouent dans les rues, qui veulent vraiment essayer de faire quelque chose, mais il n'y a rien. Il n'y a déjà pas pour les hommes, comme il dit, donc pour les filles encore moins, tu vois. Et donc ça fait un peu mal. Clairement. Et en tant que président, c'est important de se préoccuper de l'infrastructure, du bien-être des sportifs, mais de tout en général. C'est surtout le rôle souvent d'un président de s'occuper de l'infrastructure et du management, de voir qu'il y a quand même aussi des rentrées dans le club, etc. Non, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant dans la discussion football féminin, et aussi bien en Belgique qu'ailleurs, c'est que les gens ne savent pas que en fait, les qualités physiques des filles, jusqu'à 14 ans, sont supérieures aux qualités physiques des garçons. On ne se rend pas compte. Parce que les filles, typiquement, sont plus précoces au niveau de leur développement physique que les garçons. Et c'est pour ça que, dans les pays scandinaves, très tôt, on a commencé à faire jouer les filles avec les garçons jusqu'à 15 ans, quasiment, et même maintenant, un peu plus longtemps encore. Donc, voilà. Ça veut pas ça. Et comment est venue justement votre passion pour le foot féminin ça, c'est une question de l'histoire du monde, quasiment. En fait, il y a eu un gros problème au niveau de l'émancipation féminine depuis des siècles. Il y a qu'en Belgique, par exemple, et je pense qu'en Italie, ça a été plus ou moins pareil, le droit de vote des femmes, ça date de 1948, donc il y a moins de 100 ans que les femmes en Belgique ont le droit de vote. C'est fou, quoi, quand on y réfléchit. Et donc, pour développer le monde en général, il faut développer les femmes. C'est pareil en Afrique. Donc, pour développer l'Afrique, il faut développer la connaissance des filles, et surtout des jeunes filles qui maintenant ont souvent des bébés beaucoup trop tôt. Voilà. Et la vie est ruinée à cause du fait qu'elles ont un bébé à 15 ans. 15 ans, on parle de 14-15 ans, et puis un deuxième bébé, et puis finalement, elles sont submergées par les problèmes Et donc ça, c'est pour moi le gros challenge au niveau du monde, c'est de développer l'éducation des filles, en Afrique surtout, parce que c'est l'Afrique maintenant qui, à ce niveau-là, a le plus de travail à faire par rapport au reste du monde. Donc c'est pour ça que c'est important, même dans le développement du foot féminin, que ce soit des femmes aussi qui sont impliquées dans ce développement-là. Parce que, je veux dire, c'est elles qui connaissent mieux les femmes, leur développement, ce dont elles ont besoin pour pouvoir évoluer. Et il faut dès lors leur laisser cette place-là. C'est pour ça que moi, je trouve ça hyper pertinent qu'on
on voit de plus en plus de staff féminin dans le foot féminin, quoi. Mais il y a l'UEFA aussi qui maintenant il prône ça. Hein. Donc l'UEFA il dit que dans chaque équipe nationale, il faut qu'il y ait une dame avec son diplôme, UEFA B, UEFA A, si pas UEFA Pro, qui soit à l'intérieur du staff. Et c'est même l'UEFA elle-même. Donc, voilà. Et ce qui est symbolique aussi, je crois, au niveau du foot féminin, et surtout pour les jeunes filles, les 8, 9, allez, toi, ton fils, il a 4 ans et demi, il joue au foot déjà, ben, les filles déjà, moi j'en vois de plus en plus en Belgique, mais justement des filles, par exemple, également en Afrique, de jouer au foot, allez, à 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, ça montre en fait aussi qu'on peut s'amuser. Hein? Donc, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein? Et ça, c'est un problème essentiel. C'est qu'il faut admettre que les jeunes, très jeunes, puissent s'amuser. Et bon, le foot féminin également, c'est admettre que des filles de cet âge-là, ou même un peu plus âgées, puissent s'amuser. Et ça, c'est l'essence de l'avenir et de la contribution du foot dans l'évolution de l'humanité, parce que moi j'aime bien les politiques qui rouspètent parce que bon, on paye pas assez d'impôts avec le foot, mais bon, alors ils dépensent un fric bête à avoir des assistantes sociales et des assistants sociaux, etc., avec notre argent qui sont beaucoup moins effectifs, mais quand on peut motiver les gens et les filles également à jouer au foot, ça c'est bon pour la société en général. Pour leur développement personnel, hein, parce que je pense que si Parce que moi, je me souviens que dans la cour de récré, une fille qui voulait jouer au foot avec nous, c'était compliqué. Il y en avait une qui jouait avec nous. Il est gentil. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était compliqué, mais il y en avait une qui jouait avec nous parce qu'elle jouait au Standard féminin à l'époque. Voilà. Et donc, à ce moment-là, elle était crédible. Mais une fille qui dise non, je veux juste m'amuser avec vous, non, on n'a pas le temps. Notre temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle gagne en crédibilité avec la couverture qu'on a du foot féminin. Je pense que maintenant, une fille qui dit « moi, je joue avec vous », ben, les garçons tilteront un peu, mais diront « bon, sait-on jamais, vas-y, viens ». Mais comme il a dit, en fait, le but, c'est qu'en fait, elles veulent s'amuser. C'est pas forcément qu'elles veulent jouer. Comme les garçons veulent s'amuser. Voilà, parce qu'il y a des garçons qui jouent, mais qui savent pas jouer, entre guillemets, tu vois. Mais le but, c'est juste de se divertir, de s'amuser. Et puis après, comme on dit, des fois, on vit certaines choses à la maison, on sait pas, tu vois. Donc, le fait pour elle ou pour lui de jouer, ben, ça va divertir et ça va permettre de s'amuser, quoi, en fait. Tu vois. Et c'est ce qu'on oublie, c'est que des fois, en fait, c'est juste pour s'amuser, en fait. C'est pas juste spécialement pour devenir footballeur, c'est juste pour s'amuser, quoi. Parce que dans la province de Liège, maintenant, il y a beaucoup de clubs qui font le football féminin. Et quand on fait des journées tests, par exemple, on a une centaine de filles qui viennent et que malheureusement, on doit dire, avec l'infrastructure que nous avons, et que ce n'est pas possible de les accueillir plus, parce qu'on a une grosse infrastructure, mais on ne sait pas mettre, on a déjà 150 filles. Donc, on ne sait pas mettre 250. Et je dis toujours, il n'y a pas que le standard qui existe. Hein? Il a Sèvres, il a Sartillement, il a plein des autres clubs dans la province de Liège où tu peux aller faire du foot. Alors, ils sont un peu déçus au départ, mais après, c'est vrai qu'ils s'accrochent quand même et disent tout compte fait, je vais aller voir. Et c'est parce que moi, je fais pour m'amuser. Mais je dis, mais tu dois t'amuser, c'est surtout ça le but. Voilà. Hein? Thierry, dans une émission, je me souviens, vous aviez dit que même dans le ventre de votre maman, vous tapiez déjà dans le ventre de votre maman. C'est vrai. Comment la passion du foot est... Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Un journaliste avait posé la question pour ma première convocation en équipe nationale. Le journaliste avait posé la question à ma maman et dit, mais comment ça se fait qu'une famille d'agriculteurs comme la nôtre, on avait un grand cheptel, donc moi j'allais sur les tracteurs, tu vois, donc moi pour moi l'agriculture c'était important. Et c'est ces convictions-là qu'après j'ai porté derrière aussi, parce que mes parents ils m'ont inculqué vraiment cette force de travail et ces choses-là. Et je pense que si j'ai fait carrière, c'est un peu grâce à ça aussi. Et ma maman, elle dit, ben, je ne sais pas, déjà dans mon ventre, il chutait. Donc, j'étais un enfant turbulent. Et quand je suis né, ben, forcément, je suis né. Donc, une grosse famille comme la nôtre, on était 22 personnes à la maison. Parce qu'il avait mon grand-père avec ses frères, on avait une grande ferme, quoi. À l'italienne, mais alors j'étais le chouchou de tout le monde. Donc tu t'imagines, un seul enfant là-dedans, hein, si je pleurais d'un côté, l'autre à côté, il me donnait ce que je voulais. Donc ma mère n'était pas très contente, et puis voilà, tout doucement.
ben, ça fait que ben, je joue au football. Et je joue à la cour de l'église et on joue au football. Et puis, ben, forcément, ce n'est pas la question est-ce que la fille veut jouer au football avec les garçons. Là, c'était est-ce que la fille veut que les garçons viennent jouer avec elle. C'était différent, tu vois. Donc, ben, voilà, parce que j'étais plus fort qu'eux. Et puis, voilà, à un moment donné, ben, il fait que je suis parti d'une équipe à jouer au football parce qu'on m'avait repéré et puis j'avais joué, quoi. Mais je n'ai jamais eu de ce problème-là. Tous les garçons qui jouaient avec moi, jamais. T'étais plus forte. Ouais, ben, j'étais plus forte, mais on était vraiment des potes tous ensemble. On jouait le soir devant l'église parce que c'était la place la plus grande. Et puis voilà, quoi. Mais, voilà. Et pour le football en général, toi, Polo, comment est-ce que tu considères le foot pour toi? On sait que c'est ton métier, mais comment est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est juste pour t'amuser? J'imagine que non. Quelle place a le foot dans ta vie? Bah, comme je dis, moi j'ai connu le foot très tôt et le foot pour moi ça a toujours été un rêve, une passion. Ouais. Et quand je rentre sur un terrain où je m'entraîne, je veux d'abord avoir dans ma tête, je veux pouvoir m'amuser. Ouais. Comme M. Duchâtelet l'a dit, c'est d'abord ça. Et après, au fur et à mesure des années, ben, le foot est devenu aussi un travail, tu vois. Ouais. Mais je veux pas perdre l'amusement et le rêve que j'avais de gamin de pouvoir dire que je veux m'amuser, tu vois. Ouais. Et donc, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui prennent ça comme travail et ben, ils ne s'amusent plus, tu vois. Donc, c'est vraiment comme un travail. Et donc, moi, j'essaye de combiner les deux. Et donc, voilà, en fait. Ouais. J'essaye toujours quand même de m'amuser, tu vois. Que quand je vais au foot, je veux m'amuser. Parce que si je ne m'amuse pas, ben, je n'arrive pas à performer, je n'arrive pas à faire, à donner le meilleur. Exactement. Ouais, t'es pas heureux. Et je pense que quand tu donnes le meilleur, allez, pour moi, à chaque fois que j'ai fait des gros matchs, parce que je me suis amusé, j'ai pris plaisir, quoi, tu vois, en jouant dans la rue, comme jouer dans la rue, etc. Ouais, ouais. Et la perception du foot en tant que président, c'est quoi? Parce qu'on peut se dire que le président voit le foot comme un sport, enfin un business, tout simplement. Est-ce que vous avez un attachement particulier avec le football? Ben moi, j'ai commencé à jouer au foot aussi quand j'étais jeune, hein, quand j'avais 11-12 ans. Ouais. C'était pour m'amuser, évidemment, hein, parce que j'aimais bien aller jouer au foot. Et moi, c'était au White Star, d'ailleurs, hein, à Holloway. Donc, voilà. Et bon, c'était bien parce qu'il y avait des copains. Et puis, on apprenait à quand même mieux jouer au foot aussi avec les exercices et tout ça. Donc, on devenait un peu meilleur au fil du temps. Et je crois que quand même, pour la toute grosse majorité des filles et des garçons qui jouent au foot, c'est pour s'amuser. Hein. Bon, il y a une élite qui se forme graduellement pour les joueurs professionnels. Mais je pense que ce que Polo dit, c'est que même en tant que professionnel, il faut essayer de jouir quand on joue et aussi de réussir, que ce soit en tant qu'amateur ou que ce soit en tant que professionnel, s'amuser et jouir aussi du fait que ça marche bien, qu'on a fait une belle passe, etc. Ouais. C'est important, parce que ça fait partie de la formation aussi. Et je crois que ce serait une erreur de considérer que le joueur professionnel, c'est quelqu'un qui bosse comme un ouvrier dans une usine. Non, ça ne peut pas être le cas. C'est comme les artistes, c'est pareil. Un artiste, Johnny Hallyday ou d'autres, s'ils ne peuvent pas s'extérioriser au moment de leur prestation, si ce n'est pas vraiment de tout cœur, ce n'est pas une bonne prestation. C'est clair. Et c'est quoi la grosse différence que vous avez connue, vu que voilà, vous êtes un homme qui avait prospéré dans les entreprises, etc. Vous avez été président de club de foot. C'est quoi la grosse différence entre les ouvriers ou les employés que vous avez pu avoir sous votre responsabilité et les joueurs que vous avez dû, je dirais, diriger dans... Moi, je n'ai jamais vraiment dirigé les joueurs. Oui, mais ça reste quand même, entre guillemets, des employés, quand même, c'est vous le... Oui, mais moi, j'allais avec les joueurs au moment du déjeuner, par exemple. J'allais bavarder, je déjeunais avec eux, d'ailleurs, assez souvent. Mais bon, c'était un peu... J'essaie de côtoyer les joueurs. Pourquoi? Pour savoir un peu ceux qui vivaient dans l'équipe, et pour connaître les problèmes. Aussi parce qu'il y avait pas mal d'Espagnols, d'autres personnes qui parlaient d'autres langues. C'était chouette aussi. Et je crois que là, y a-t-il une grosse différence? Oui.
entre le foot. Pourquoi? Parce que ce sont quand même des personnes qui ont relativement progressé beaucoup par rapport à la moyenne, si on compare avec une situation dans une usine avec les ouvriers qui, typiquement, sont plutôt la moyenne, quoi. Donc, je crois qu'au niveau des personnalités des joueurs de foot professionnels, c'est quand même une personnalité différente. De ce point de vue-là, ce sont souvent des gars ou des filles qui ont dû fortement travailler pour arriver au niveau où elles sont. Hein. Mais c'est l'élite aussi. Donc c'est là où c'est généralement, au niveau professionnel, même le moins bon des pros, il était au-dessus de la mêlée quand il était chez les jeunes. Donc c'est là où je pense que c'est un gros challenge pour l'entraîneur ou le directeur sportif ou le président, c'est de pouvoir s'asseoir avec une personne qui est en face de toi, qui sait qu'elle fait partie d'une élite, et de lui dire que ce qu'elle fait, c'est pas bon et que cette personne accepte. Et réussir à pouvoir diriger ce genre de personnalité, je pense que ça doit quand même être pas facile. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais chez les garçons comme chez les filles, mais revenons au discours qu'on a fait avant, un journaliste a dit Eden Hazard est sorti avec les sourires. Mais c'est normal, tu voyais bien que ces garçons-là, ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas heureux sur le terrain parce qu'il avait des problèmes à côté, des problèmes de blessures. Et quand tu vois Eden à l'entraînement qui rigole, mais toute la Belgique rigole. Et par rapport aux joueurs et joueuses aussi, que quand tu dis, écoute, tu vas jouer en première division, tu ne joueras pas en Super League, même que tu es dans l'élite, mais tu n'arrives pas à comprendre facilement ça. Hein, parce que tout le monde veut arriver à l'élite. Tu vois. Donc, c'est difficile. Si Apollo lui dit... Polo, tu vas aller jouer en première division et tu ne joues pas ici en Belgique, tu vois. Et ça ne serait pas content, même parce que lui sait que peut-être il a des qualités. Son management est différent, chaque personne est différente. Et les cultures sont différentes aussi. Beaucoup. Mais par rapport à justement gérer l'équipe, c'est souvent pour cela qu'on choisit des entraîneurs qui ont eu une carrière eux aussi, pour qu'ils aient le respect des joueurs. Hein. Parce que bon, lui aussi, il a souffert pour arriver. Et donc ça, tu le sais mieux que moi, certainement. Je crois que ça se joue au niveau du choix de l'entraîneur et que les joueurs acceptent plus facilement quelqu'un qui a prouvé sur le terrain également qu'il était excellent, quoi. Plutôt qu'un technicien qui peut-être connaît la théorie, mais qui n'a jamais été... Après, ça dépend. Parce qu'à votre époque, on a eu Guy Luzon. Guy Luzon, il n'a pas vraiment joué au foot, mais on l'a respecté jusqu'à un certain moment où il y a eu quelques petits couacs. Mais je pense que tout dépend de ce qu'il fait et comment il fait les choses, en fait. Tu vois, c'est pas forcément parce que tu peux avoir... on a parlé hier avec Réginald Goreux et Pocognoli que tu as Zidane, que je crois que les joueurs l'ont respecté pour ce qu'il est. Tu as Pirlo qui a fait une grande carrière, mais il ne fait pas une grande carrière de coach. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment dû au fait que parce que tu joues au foot que ça fait que tu peux être un beau coach. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects pour être un beau coach. Le nouveau humain, je pense que c'est... Moi, je le remarque. La gestion d'un groupe. C'est important. Et un des humain, coachs, c'est important. Voilà, un des coachs que je vois et que je disais encore hier, c'est Ancelotti. J'ai jamais entendu un joueur mal parler de lui. Et j'ai tout le temps entendu qu'ils disent que humainement, c'est un des meilleurs coachs qu'ils ont eu. Et donc, je pense que les joueurs, ils veulent se référencier à ça, tu vois. Quelqu'un d'abord qui est bien humainement, et quand tu es bien humainement, après, le joueur, il a envie de tout donner pour toi, quoi. Et je pense que c'est ce qui est passé avec Luzon. Bon, humainement, il était magnifique jusqu'à un moment, il y a eu un petit truc, mais humainement, on avait envie d'aller à la guerre pour lui, vice-versa, tu vois. Donc, et au niveau humain, justement, en tant que président, on sait qu'il faut... On dit qu'on doit garder une certaine distance apparemment avec les joueurs, mais garder aussi un équilibre, être proche. Comment on gère simplement cet équilibre d'être distant, mais quand même d'être disponible? Du point de vue du président, ce n'est pas tellement difficile. Hein. Le président, bon, il peut être copain avec les joueurs, il n'y a pas de souci. Donc, mais bon, je pense que certains présidents se gourrent aussi à ce niveau-là. Hein. Donc, moi, jamais je rentrais dans les vestiaires au moment du match. Hein. Il y en a, voilà. Ça, c'est en fait au moment du match, ça c'est l'empire de l'entraîneur et des joueurs. Là, le président n'a rien à foutre dans le vestiaire à ce moment-là.
Par contre, au niveau quand on s'entraîne, ça c'est différent. À ce moment-là, on peut discuter, et puis, etc. Et ça doit être. Mais encore là aussi, c'est pas au président d'aller dire il faut faire telle chose ou telle chose, etc. Donc, il peut discuter, évidemment, surtout avec les entraîneurs. Je discutais souvent avec les entraîneurs aussi, pour voir comment ça allait, ce qu'ils allaient faire, etc. Et là, ça, c'était mon point de référence. Maintenant, par rapport à l'entraîneur, c'est un peu comme à l'école. Quand vous avez à l'école le premier jour de classe, si par exemple, juste quelqu'un qui commence en tant qu'enseignant, et il est trop gentil au départ avec les garçons de la classe ou les filles de la classe, les garçons et les filles de la classe, ça peut être foutu pour le reste de l'année. Ouais. Donc, au début, il faut être sévère, et par après, on peut lâcher un petit peu. Donc, et si un entraîneur n'est pas suffisamment sévère au début, ça peut aller mal. Donc, mais ça, c'est un peu comparable avec la gestion d'un groupe en général. Il faut bien gérer et puis il faut voir comment on gère, quoi. Et il faut en tout cas être honnête et droit, etc. Et les trucs classiques au niveau de... Je crois que c'est ça. La gestion humaine, c'est très important. Pendant ma période de dirigeant, directeur sportif du Standard, je passais pour quelqu'un de très sévère et finalement de très humain aussi. Donc, une fois qu'il faut dire les choses, mais les gens ont besoin de clarté, les gens ont besoin d'honnêteté, les gens ont besoin qu'on lui dise la vérité, parce qu'il n'y a pas d'enfants difficiles. C'est des enfants qui cherchent, quand ils sont dans les couloirs, qui font du bruit, tu lui dis « Hé, les gars, rentrez au vestiaire ». Ben oui, madame, tout de suite. Mais il faut crier pour crier, ça ne sert à rien. Il faut aussi que les gens ils voient que tu as une personnalité pour dire, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais moi, je mets toujours en aspect et en avant l'aspect humain. Ça, c'est la chose la plus importante. J'avais justement vu une interview, un reportage sur le Standard féminin. Les jeunes filles parlaient de vous et disaient, ah, Ferry, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Oui. Plusieurs personnes qui disaient, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut. Ben, oui, j'ai gardé toute cette ligne-là de conduite, peut-être par l'éducation que mes parents m'ont donnée. Un jour, je me rappelle, j'allais à l'école et malheureusement, j'avais oublié ma gomme et on avait des dessins. Et en passant devant l'école, il y a un magasin et j'ai pris une gomme. Et je n'avais pas d'argent sur moi et je dis, je t'apporte l'argent après. Donc, enfant du pays, tout le monde me connaissait. Ma maman a été faire les courses. Et le monsieur, il lui a dit, ta fille est passée, il a pris une gomme. Ma mère a payé, n'a rien dit. Quand je suis rentré, il m'a donné une torgnole. Parce qu'il m'a dit, tu sais bien que quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas. Donc, tu n'avais qu'à courir à la maison. Donc, j'ai eu une éducation pas stricte, parce que j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu une enfance magnifique. Mais ils m'ont inculqué des principes. Ils m'ont inculqué ce respect-là qu'on peut avoir. Ma grand-mère, mon grand-père, les deux, j'avais mon arrière-arrière-grand-mère, c'était mes dieux. Mais parce qu'on avait cette culture-là. Et aussi, j'ai essayé de la refaire, voilà, aussi quand j'étais dirigeant du Standard aussi. Donc, et je pense que c'est pour ça qu'ils disaient, ils savent ce qu'ils veulent. Mais j'ai eu des joueurs qui sont encore, Nico par exemple, je l'ai eu tout petit. Donc voilà, il sait bien comment j'étais, mais quand il me voit, il vient, il m'embrasse, quoi. Donc voilà. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous saviez déjà directement que vous travailleriez dans le foot? Par exemple, quand vous avez fait des études d'ingénieur civil, par exemple à Louvain, est-ce que dans un coin de votre tête, il y avait déjà cette idée, cette envie de... Non, en fait, non. En fait, c'était jamais mon intention de travailler dans le foot. Ça m'est arrivé comme d'autres choses. Donc, c'était un accident de parcours. Donc, voilà. Donc, un accident, vraiment? Oui, absolument. Bon, j'ai commencé dans le foot en tant que sponsor. Enfin, sauf que quand j'étais jeune, j'ai joué dans une équipe, enfin, à Woluwe, mais après, bon, je suis arrivé dans le foot. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un moyen de promotion d'une marque qui était rapide et pas trop cher. Et le foot avec le sponsoring, c'est idéal. À ce moment-là, c'était l'idéal. C'était pas trop cher. Et tout le monde, évidemment, suit le football en Belgique. Et donc, c'était une façon de promouvoir une marque rapidement. Donc, pendant des années, moi, j'ai été 2-3 ans, j'ai été essentiellement un sponsor, comme beaucoup d'autres sponsors. Et c'est
parce qu'après, le club a eu des difficultés financières et j'avais cessé déjà comme sponsor. Ils m'ont demandé si je voulais reprendre le club. J'ai dit non, je ne veux pas, évidemment. Bon, j'ai d'autres trucs à faire que cela. Mais bon, ils ont insisté. Et puis, je me suis dit, je vais être malin. Je vais poser mes conditions. Et j'ai posé 5 conditions dont j'étais convaincu qu'aucune de ces conditions, ils allaient accepter. Et puis, le lendemain, ils m'ont dit, on accepte tout. Vous étiez Il fallait mettre 6, 7. Il fallait mettre 52. Et donc, une des conditions, c'est moi, je veux que c'est moi qui décide de tout. Et vous n'avez plus rien à dire. L'argent que vous avez mis, bon, vous le laissez dedans, vous aurez du sponsoring à la place, mais pas de cash, etc. Des trucs comme ça. Donc, j'avais jamais pensé qu'ils pourraient accepter un truc comme ça. Bon, voilà. Ça, c'était le début. Ça, c'était à Saint-Tron. Et c'est comme ça que, tout doucement, je suis rentré dans le foot. Alors, j'ai commencé à connaître la Pro League et puis les instances du foot. Bon, donc c'était pas. Au début, en fait, je ne me suis pas beaucoup occupé du foot, du tout. Par ça contre, fait déléguer beaucoup. oui, quasiment tout. La seule chose importante, à mon sens, que j'ai fait à Saint-Tron, c'est de créer une équipe de filles. Et en fait, j'ai fait ça d'une façon qui était assez typique pour un entrepreneur. J'ai acheté une équipe de filles. J'ai acheté Wezemal, ce qui était championne, l'équipe championne. Europe et tout. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai transféré quasiment toutes les filles à Saint-Tron. Et c'est pour ça que Saint-Tron, cette année-là, a été champion. Enfin, avec les filles de Wezemal, en fait. Oui, les champions. Le transfert. Et ça commençait déjà la Champions League, donc ils ont joué en Champions League. Voilà. Et la joueuse brésilienne Marta. Qui était dans le temps la super joueuse, a joué à Saint-Tron. Et puis on a fait pas mal de publicité. Et il y avait 3000 spectateurs à Saint-Tron. Donc c'était la première fois que dans un match de filles, en Belgique, il y a eu autant de spectateurs. Ah ouais, pas mal quand même. Et puis il y avait évidemment des supporters qui se disaient, mais merde, on ne peut pas avoir cette fille pour l'équipe masculine. C'est des choses qu'on entendait effectivement. Quand le Standard a des mal, quand je suis arrivé en 80, le Standard n'allait pas très bien. Alors il avait M. Appel qui était entraîneur. Et on avait fait un match de gala sur les grands terrains. Et on avait joué, j'avais marqué un goal et j'avais fait un rétro, je ne sais pas quoi. Et alors, M. Appel, il m'avait dit, après un match, tu viens jouer avec moi. J'ai dit, moi, je veux bien, mais je ne peux pas. Donc, voilà, mais c'est des choses qui te font plaisir. Et puis, venant d'un monsieur comme M. Appel, reconnu dans le football mondial presque, donc c'est important. Mais là, je me rappelle, j'étais venu voir le match parce qu'il avait Marta, effectivement. Mais ils avaient eu très difficile, d'ailleurs, contre Saint-Tron. Je crois que vous étiez battu 3-1, mais il avait le match retour aussi. Donc, voilà. On avait 3000 personnes à Saint-Tron, mais on a eu 4000 personnes quand on a joué contre les PSV. Rappelez-vous qu'on était champion de la Bénénique à Sclessin. Donc, il avait 4000 personnes. Et en fait, les fans du Standard ont très bien supporté aussi l'équipe féminine parce qu'ils avaient aussi ils avaient des tambours, des trucs, aussi, tous les matchs, quasiment. Donc, pratiquement tous les matchs, parce que l'académie, il a pratiquement plein. À chaque fois qu'on jouait la Benelux, on jouait quand même l'Ajax, Twente, des on grosses avait équipes, des grosses équipes. Et notre petite équipe du Standard a tenu haut les choses, parce qu'on était quand même champion de la Benelux, et les deux, parce qu'on a joué 3 ans, ça. Et on a été deuxième au dernier match. Donc, il faut dire qu'à ce moment-là, forcément, on était plus fort que n'importe qui en Belgique et en Hollande aussi. Ferry, comme vous l'avez dit, vous avez rejoint le Standard en 80, pour une grande carrière, bien sûr. Polo, tu as joué aussi au Standard. Et le point commun entre vous deux, c'est que vous avez dit que vous ne vouliez pas jouer pour un autre club, en tout cas en Belgique, que le Standard. D'où vient cet attachement pour le club ? Je sais pas. Moi, comme je dis souvent, je pense que j'ai commencé mon premier club professionnel, c'était au Standard. Et puis après, je suis parti à Tottenham. Mais à l'âge de 15 ans, comme je dis souvent, j'ai vu le Standard être champion, tu vois, après 25 ans.
Et je crois que c'est de là est née cette passion. J'ai toujours voulu être champion avec le Standard et revivre en fait cette joie et cette fête qu'il y avait à Liège. Et je pense que voilà, le public, l'engouement, etc. Je voulais revivre ça. Et c'est de là, je pense, qu'est né. Et je dis aussi souvent qu'il y avait un coach à l'époque, je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Walter Vicensotto. Ouais, j'étais là à l'académie. Hein. On jouait au terrain rouge. Et je crois que lui, c'est un des gars qui m'a inculqué entre guillemets, la mentalité et l'envie de jouer pour le Standard. Parce qu'il avait une... Oui, la fibre Standard, c'est la hargne, l'envie. Oh là 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 ça, si tu l'as dans le cœur, tu ne l'as pas. Hein. Voilà, et je pense que c'est de là qu'est venu cet amour ici, je pense. Moi, forcément, je suis arrivé, c'était mon premier club à l'étranger et mon dernier, mais c'est clair que quand je voyais tous les Italiens de Tiller venir à Sclessin me supporter, cet amour-là que le public peut te donner et que cette envie-là te donner. Et en plus, il ne faut pas se voiler la face, on était le seul club francophone et on se faisait laminer chaque fois qu'on allait chez les Flamands. Et donc, ce n'est pas de la haine, parce qu'il n'y en a pas de la haine. Moi, j'ai plein d'amis flamands, mais c'est clair qu'on essayait d'être champion tous les années. Et quand j'ai joué, j'ai eu la chance de gagner, je ne sais pas combien de titres, forcément, c'était un plus parce qu'on était le seul club wallon. Et ça, c'était important aussi. Mais dans ma tête. Il y a un truc comme ça un peu avec le Standard, hein, c'est que on a l'impression de faire partie d'être, entre guillemets, les seuls au sud du pays à être capables de rivaliser avec ceux du Nord. Donc, tu as un peu ce truc où tu te dis, tu n'es pas un peu seul contre tous, mais tu as l'impression d'être quand même dans quelque chose d'un peu particulier. Déjà, il y a la ville qui est spéciale. Le Liégeois, il est spécial, très chaleureux, très passionné. C'est un peu comme les Marseillais, où les Marseillais vont parler du peuple marseillais, du peuple de Marseille. Donc, on est nous et il y a le reste. Et les Liégeois, c'est un peu ça avec le Standard. C'est-à-dire que quand tu vois au sud de la frontière linguistique, le seul club qui gagne encore des coupes ou qui peut gagner un championnat, c'est le Standard. Les autres, ils n'arrivent pas à le faire. Mais on est le seul petit village, Astérix Obélix. Voilà, hein. On est le petit village qu'on fait. Maintenant, oui, tu ressens ça parce que ce n'est pas qu'on t'inculque ça, mais tu l'attrapes toi-même. Voilà, tu l'attrapes toi-même. Tu vas jouer au Ezel contre Anderlecht. Et M. Vescuren, il se pointe à la tribune. On gagnait 1-0, on est battu 2-1. On se demande pourquoi. À ce moment-là, ce n'est pas que tu as de la haine, mais tu sais bien parce que tu es battu. Tu comprends? Et là, ce n'est pas juste. Alors, le match retour chez nous, on n'a pas fait venir personne, ni M. Duchâtelet, ni personne, mais on a quand même gagné. Et ça, c'est important. Quoi, tu vois? Mais c'est des choses comme ça qui font qu'il a le match. Quoi. Voilà. Maintenant, je pense que c'est quand même ça transcende en fait la nationalité ou le pays, comme la Belgique. Hein. Donc, et je crois que beaucoup de clubs de football maintenant, comme le Standard d'ailleurs, ils ont une portée qui dépasse la notion de la nationalité, enfin d'une nation comme la Belgique, ou même certainement de la Wallonie qui par ailleurs n'existait pas il y a 100 ans. Hein, on ne parlait pas de la Wallonie, hein, ni de la Flandre par ailleurs. Et je crois que là, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, surtout les jeunes maintenant, sont beaucoup moins liés à une nationalité. Hein. Donc, et c'est une erreur que fait Poutine, à mon sens, qui pense qu'il y a beaucoup de jeunes Russes qui se sentent vraiment russes. Mais il y a beaucoup de jeunes, surtout maintenant, qui se disent moi, je suis citoyen du monde. Si demain je vais dans tel ou tel pays, ça ne me dérange pas. Moi, je côtoie des gens de n'importe quel pays. Ce sont des personnes sympathiques. Moi, je crois que les jeunes sont beaucoup plus que les gens plus âgés, des citoyens du monde. Et donc, alors, je ne suis pas d'accord un peu avec la situation, le point de vue de la Wallonie, des clubs francophones. Hein. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a d'autres clubs francophones, sauf Charleroi, hein, c'est-à-dire Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise aussi, sont des clubs qui sont francophones. Hein, moi, je les vois plus comme des Bruxellois. Voilà, donc.
Mais bon, maintenant, c'est vrai que Bruxelles, c'est une ville cosmopolite comme pas possible. Hein, donc, ça, c'est un melting pot incroyable. Ouais, non, c'est clair, ouais. Donc, et c'est chouette aussi. Hein, allez, c'est fantastique. Mais bon, on ne peut pas dire que Bruxelles, au niveau de la langue, le français est quand même la langue de loin la plus importante à Bruxelles. Donc, Mais je pense que le Liégeois, par exemple, pense que le Liégeois, il verra le Bruxellois comme un Bruxellois et pas forcément comme quelqu'un qui, comme vous le dites, la Wallonie, la Flandre, tout ça, c'est quelque chose qui est très récent. Mais aujourd'hui, je pense, hein, quand on parle avec peut-être certains supporters ou quoi, ils définiront Wallonie, Bruxelles, Flandre et l'Union, RWDM, Anderlecht, c'est des Bruxellois. On peut bien parler la même langue, même s'il n'y a que 100 km entre nous, ils diront, ben oui, mais c'est pas des Wallons, ils sont pas liégeois, ils sont pas Carolo, c'est des Bruxellois. C'est une entité wallon parce que on dit chez nous à Liège on parle wallon. Maintenant on parle même plus wallon, donc voilà. Mais je pense que les supporters du Standard sont plus contents d'être battus par l'Union Saint-Gilloise que par Anderlecht. Hein. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il faut à choisir, je pense que. N'oublions pas non plus qu'il y a quand même à peu près 30% des abonnés du Standard qui sont néerlandophones. Hein. Oui, c'est vrai. Une grosse colonie du Limbourg. Donc, à mon sens, c'est pour ça que j'étais très attaché au Standard. À mon sens, c'est le club le plus belge de tous les clubs, avec l'Union Saint-Gilloise peut-être. Hein. Et c'est vrai aussi que si je demande à un Allemand que je rencontre, par exemple, à Francfort, et je lui essaye de me nommer 3 clubs belges que tu connais, hein, il va toujours commencer par le Standard. Toujours. C'est vrai. Donc, en fait, potentiellement, le Standard reste le club le plus, avec le plus de potentiel en Belgique. Et donc, c'est un peu dommage que la situation a été telle qu'elle est. Enfin, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'étais fort allé... Vous étiez très investi. Oui, je me suis fort investi, en fait, dans le Standard, parce que j'étais convaincu que je pouvais en faire Moi aussi, j'étais convaincu. Et il y a une chose que je vais dire ici que je pense que les gens ne savent pas, c'est qu'un jour, on était avec M. Duchâtelet en bas, on avait une réception, et il a commencé à racheter, que ce soit à Charton, etc. Et je crois que j'étais avec Geoffrey Biya, il nous a parlé, il a dit « Je veux faire de Standard un club Ligue des Champions, Charlton, un club de Première Ligue, Saint-Tron, un club de Division 1. » Mais les gens autour ne savaient pas ça. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais en fait, ce gars-là, il a... Enfin, quand je vois maintenant ce qui se passe, il a un temps d'avance sur tout le monde, parce que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de clubs, entre guillemets, satellites, et le Standard est rentré dans un club satellite. Donc, moi, ma question, c'était que comment ça se fait que, entre guillemets, ça... Allez, pas que ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Je ne sais pas si je peux dire ça n'a pas marché. Ça n'a pas pu se concrétiser, parce qu'au final, quand on écoute un peu votre parcours, moi, je suis admiratif que, par exemple, à Saint-Tron, vous avez fait venir des choses comme Martin. Je veux dire, c'est comme si demain on disait... Ça, c'était le tirage au sort. Ça, c'était le tirage au sort. Non, parce que je pense que vous avez toujours un temps d'avance. Et, ce que vous avez en tête, c'est on est en train de voir ce qui se passe actuellement. Voilà, tu vois. Parce que toi, tu oublies des clubs, parce que M. Duchâtelet, il avait aussi Iéna, Arconcon, Bouche-Peste, donc voilà. C'est un peu, si vous savez un peu expliquer un peu ce que vous m'avez dit à cette époque-là, comment en fait vous voyez les choses en fait? L'idée, dans les autres sociétés dans lesquelles je me suis investi, là, ce sont typiquement des sociétés qui ont des unités de production un peu partout dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a pour Melexis, par exemple, il y a des Melexis en France, il y a Melexis en Allemagne, en Bulgarie, même en Malaisie, même aux États-Unis, etc. Donc, et ce sont des gens qui se côtoient comme s'ils étaient... qui sont copains. Et donc, et on transfère aussi des managers ou même des employés d'un site à l'autre. Ils changent de société. Et pour moi, en fait, la vision au niveau des opérations du foot, c'était un peu pareil. Il fallait mettre, par exemple, au niveau des joueurs, il y avait des joueurs
des exemples concrets, des joueurs qu'on ramenait éventuellement d'Uruguay ou des pays d'Amérique latine. Souvent, ces joueurs-là avaient des difficultés à s'adapter au football belge, qui est quand même plus comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Et donc, c'était plus intéressant pour eux de d'abord aller, par exemple, à Madrid et jouer un peu tic-tac, etc., comme on joue à Madrid. Enfin, on joue à Madrid, on joue vite aussi, plus vite qu'ici d'ailleurs. Mais bon, c'est plus... c'est plus leur style et s'adapter à la langue. Et donc, ils peuvent s'adapter, et puis à un moment donné, on peut changer. Et puis, inversement, on peut aussi... faire transférer des joueurs, des jeunes qui peut-être ont plus le style de jeu de l'Espagne, de les mettre en Espagne d'abord, etc. Et puis des jeunes qui, d'ailleurs, et ça s'est souvent passé avec Budapest aussi, des jeunes qui ont été à Budapest, même à Iéna aussi, il y a des jeunes qui sont passés, et des joueurs qui n'étaient pas tout à fait prêts pour l'équipe première, qui sont passés par là et qui ont par après fait une belle carrière. Markim Vojvoda. Par exemple. Exactement. Il est allé en Allemagne. Il a été à Iéna. Et puis voilà la carrière, il est à Turin maintenant. Donc au niveau business, c'était totalement sensé. La gardienne de Saint-Tron, il est parti jouer à Iéna aussi. Et pour les joueurs, c'était un scénario idéal. Il y a eu beaucoup de joueurs aussi du Standard qui ici avaient quelques difficultés, qui sont partis à Charlton et qui ont très très bien joué. Et entre autres, un joueur qui avant était à Saint-Tron, qui est passé chez nous aussi au Standard. Entre autres, quand on a gagné 7-0 contre Gand. Après, il est allé, il était allé à Charlton. Et il a participé à la Coupe du Monde précédente aussi, avec l'Iran, parce qu'il était iranais. Donc, on peut en fait jouer... Reza. Reza, oui. Donc, et donc, on voit qu'on peut aller faire évoluer des joueurs d'une façon intéressante quand on a plusieurs clubs qui ont des caractéristiques différentes, qui ont des niveaux différents, etc. Et maintenant, on voit en fait que Manchester City, ils ont un réseau impressionnant. Red Bull, ils ont un réseau impressionnant. La famille Pozzo qui a aussi ses clubs. Pozzo, oui, en Italie. En Italie, ils ont leur club. Mais à quel moment, finalement, parce que c'était un projet très ambitieux, quasi unique, même pour la Belgique. Il n'y a personne qui a jamais fait ça, de se servir d'un club belge et de créer des clubs satellites autour, c'est du jamais vu. À quel moment est-ce que peut-être vous avez senti que là, il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas aussi bien fonctionné qu'avec vos entreprises, avec Melexis, etc. Vous avez senti que là, il y a au niveau des ressources, etc., qui sont censées transiter entre les clubs, ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Il y a en fait deux types de problèmes. Enfin, il y en avait en tout cas dans le foot. Le problème quand même de la corruption, entre autres, les matchs truqués de 2014, mais avant aussi déjà. Donc, c'est un problème en Belgique. Et là, moi, j'aime bien participer à une compétition, mais pas quand les dés sont déjà quand le champion est déjà fait à la vente. Voilà. Donc, je crois que là, c'était à ce moment-là, je me suis dit, c'est en fait après on devait être champion cette année-là, on l'a pas été. À ce moment-là, j'ai décidé. Pour moi, c'est fini. Déjà là, il y a eu une cassure. Oui, parce que je me suis dit, je perds mon temps. Je perds mon temps, parce que on peut faire ce que l'on veut avec. Mais il faut dire aussi qu'il y a certains matchs aussi, on n'a pas très très bien joué durant au-delà de ça, il y a des matchs aussi où on n'a pas été à la hauteur. C'est ça. Dans les playoffs, oui, peut-être. Oui, il y a certains matchs, mais ça n'enlève pas. La pourriture était et il reste. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et puis en plus, c'était quand même... c'est pas tellement évident dans le milieu du foot parce qu'il y a beaucoup de jeux d'influence.
par Les exemple, agents. des managers, Ouais, les managers. avec certains joueurs, essayent d'influencer certains joueurs pour ceci, pour cela. Et en plus aussi, il y a les supporters qui... On ne peut pas tout expliquer aux supporters non plus. Donc, et eux, ils ont une vision sur ce qui se passe qui est une vision limitée parce qu'on ne peut pas tout leur dire et on peut donc pas tout leur expliquer non plus. On ne peut pas expliquer la vision à long terme. Et ça, c'est un handicap important dans ce type de gestion. Mais moi, j'ai l'impression que allez, votre présidence au Standard, hein, et on le voit dans un club comme le Standard, c'est des clubs à très haute pression. Généralement, quand au Standard, c'est calme, c'est là où on se dit d'où est-ce que ça va encore venir. C'est un peu comme Marseille, etc. Et moi, j'étais là lors du fameux Standard Zult. J'étais dans la tribune. Comme j'en parlais avec Polo, on me voit même sur une photo d'un site assez connu. Et en fait, personnellement, je ne l'avais pas vu venir que c'était à ce point-là. Il y avait une tension. Et c'est vrai que je pense qu'au moment où le match est arrêté, je pense que vous êtes mené, si je ne dis pas de bêtises. On marqué 2-1 et puis après... Voilà, c'est ça. Et d'un coup, il y a une agitation. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, on voit les supporters investir la tribune. Et je me suis dit, waouh, là, ça va super loin. Comment humainement on gère tout ça? D'autant plus que j'ai l'impression que dès le départ, les supporters étaient peut-être déjà sceptiques vis-à-vis de vous et que peut-être on vous a laissé encore moins de droit à l'erreur par rapport peut-être à d'autres. Comment est-ce qu'on vit ce ça? n'est pas le cas parce qu'en fait, la première année, c'est avec José Riga. Et ben, on a très très bien joué parce que dès la première année, on était dans les playoffs 1. On était aussi dans le top. Qu'est-ce qu'on était? On est 5e? Ouais, je pense. Et Europa League aussi. Non, on a joué l'Europa League aussi. On a bien joué en Europa League. On était une bonne équipe en Europa League. Ça s'est fort bien passé. En fait, je pense que c'est la troisième année que ça s'est mal passé avec Guy Luzon. Non, départ, en fait, d'abord, non, c'est mal passé, c'est quand Monsieur Rednick est parti. Voilà, en fait, c'est ça que je pense qu'ils n'ont pas très bien Non, parce qu'on venait de gagner justement 7-0. Voilà, et après, voilà, c'est là que ça a un peu... Le lendemain, bon, moi j'ai licencié, enfin j'ai pas licencié parce que son contrat s'arrêtait. Et j'ai dit, OK, ben, on ne va pas renouveler parce que je savais des choses, évidemment, que les supporters ne savaient pas. Et c'est vrai que c'est une difficulté, en tant que président, de se dire, mais en fait, si vous saviez ce que je sais, vous comprendriez. Mais ça, je ne pouvais pas le dire non plus. Hein. C'est ça. C'est bon. Maintenant, quand on s'attaque au président, entre guillemets, mais quand on s'attaque à l'être humain, ça, c'est pas normal. Et ça, avec lui, on l'a fait. C'est ça. Et ça, c'est pas normal. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens disent, ben, en fait, Duchâtelet, il était bien. Et moi, j'ai entendu... Par après. Ouais, par après. Non, mais c'est par après. Pas si mal que ça. Et j'ai même entendu qu'il y a certaines personnes qui vous ont demandé à reprendre le Standard. Oui, ils avaient regretté. C'est vrai? Et vous n'avez pas voulu? Non, bien sûr que non. Tu sais, je ne sais pas si M. Duchâtelet se rappelle, mais on jouait un match contre des Hollandais. Il y avait plein de supporters, c'était important, un match important. Ils ont commencé à tirer, vous vous rappelez, les pétards et tout ça. Et on était assis à côté de l'autre. Je dis, vous permettez 2 minutes, et je suis allé de l'autre côté parce que ça commençait à chanter contre lui. Donc je suis allé, j'ai parlé un tout petit peu aux supporters et j'ai expliqué des choses, quoi. Et bien, je te jure, c'était fini, quoi. On avait gagné et tout compte fait, ils ont compris le pourquoi il était là et le pourquoi on était champion et pourquoi on était bon. Et alors, je dis, vous aimez bien qu'on gagne? Oui, hein? Je dis, mais c'est grâce à lui. Vous savez bien qu'on a plein de joueuses? Oui, mais je dis, c'est grâce à lui. Je dis, alors, c'est vous. Hein? Et puis, c'est tout. Et puis, alors, d'un coup, on avait gagné. Vous vous rappelez, on était monté sur le terrain. Eh ben, c'était leur meilleur ami, quoi. Hein? Mais si je n'étais pas parti de la tribune, ben, ils auraient crié comme d'habitude, quoi. Tu vois? Je crois que c'est difficile, hein, des fois, de... Tu vois, tu sais des choses et tu peux pas le dire. Je sais pas si tu peux pas le dire ou tu veux pas le dire. Ou... Tu ne peux pas. Allez, on peut pas. Non, il y a plein de choses qu'on peut pas dire. Allez. Par exemple, après un licenciement de coach, on peut pas tout dire. Mais pourquoi un joueur joue ou ne joue pas, etc. Des trucs comme ça, beaucoup de choses, on peut pas dire. Est-ce qu'au final, présider ou jouer au Standard, c'est 10 fois plus de pression que dans n'importe quel autre club belge?
Bon, à Anderlecht, il y a pas mal de pression. Je crois que là, Je pense qu'il y a de la pression là aussi. parce qu'on regarde toujours de notre côté, Ouais, parce qu'on est au ouais, standard, mais ouais. et c'est pour ça peut-être aussi qu'on y joue, parce qu'il y a cette passion-là. Les clubs ternes et mortes, on ne joue Ouais, pas avec, quoi, tu vois. Par exemple, OHL et Everley, c'est bien comme club, mais je n'irai pas parce qu'il n'a pas cette ferveur-là, et puis parce qu'il n'a pas cette histoire-là. Je n'ai rien contre eux, mais voilà, quand tu es rouge, tu n'es pas mauve, tu n'es pas noir, tu n'es pas, même pas à Charleroi, quoi, tu vois. Même que, voilà. Ah, bien sûr. Mais cela dit, vous avez remporté des trophées tous les deux au Standard. Vous avez permis aussi au club d'aller en Play-off 1 aussi plusieurs fois. Comment est-ce qu'on fait pour avoir encore la fin de la victoire la saison d'après? Comment est-ce qu'on prépare ça en tant que joueur et en tant que président, de s'assurer que le Standard, en l'occurrence, l'année suivante, pourra encore être en position de réussite? Je parle personnellement, moi, c'est vrai qu'on a gagné, personnellement, je crois que j'ai gagné 8 titres de champion de Belgique. Ouais. On était champion 1, 2, 3 ans. Et quand on était vice-champion, tu sais, à un moment donné, tu étais contente parce que tu étais vice-champion, parce qu'il jouait tout le temps la tête, gagnait tout le temps. C'est cette mentalité qui te fait, cette envie qui fait. Mais à un moment donné, ça bouffe un peu aussi mentalement. Tu vois, être tout le temps. Et en plus, moi, personnellement, comme joueuse, j'étais toujours ciblée, quoi, tu vois. Donc, je devais être la meilleure et j'ai essayé d'être toujours la meilleure. Mais à la fin, ça te bouffe. facile, Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est une mentalité, hein, c'est une envie de gagner. Je pense que c'est comme quand M. Châtelet fait son business, il a envie de réussir. C'est un mindset que tu dois avoir, je pense, pour moi. Ouais, bien sûr. Pourquoi tu râles? Pourquoi De Bruyne râle? Parce Ouais. que c'est comme ça. Ouais, bien Parce sûr. qu'il a envie de gagner et ça ne marche pas comme lui voudrait, quoi, tu vois. Non, c'est vrai. Et au final, avec le recul, votre meilleur souvenir au Standard, ce serait quoi? Vous, M. Châtelet, en tant que président? Je crois que c'est le moment où on a annoncé la venue de Carcela, quand il est revenu. En janvier. Alors, ils ont montré, en fait, sur le grand écran, le numéro 30, qui était son numéro à lui, et puis le public a compris. Et ça, c'était génial, je trouve. C'était un très beau moment. C'est aussi un vrai standard maintenant. Ouais. Bien sûr. Ferry? Moi, comme joueuse, je ne peux pas dire un plus champion que l'autre. Et comme dirigeant, notre victoire en Benelux, ouais, ça c'est sûr. Parce que tu es un dirigeant entre guillemets abouti, parce que tu as une direction derrière qui t'appuie à mourir, quoi. Donc voilà, si je ne l'avais pas eu, je ne crois pas qu'on l'aurait eu la Super League. Ça c'est sûr. Toi, Polo? Je crois que gagner la coupe, hein. Ouais, c'était pas mal. Juste une dernière question, du coup, pour clôturer ce superbe échange. Si on devait vous décrire en un mot, mais humainement, c'est-à-dire la Ferry humaine, pas la sportive ni la dirigeante, et le Roland du Châtelet humain, ce serait quoi? Je commence avec vous, Ferry. Je pense quelqu'un d'honnête, quelqu'un de gentil, mais ferme. Voilà, j'ai fait ma carrière en football comme ça et j'ai ma carrière de dirigeant comme ça. Mais je pense l'honnêteté avant tout. Bon, moi, je suis relativement volontaire dans ce que je fais. Je ne réfléchis pas toujours très bien avant de m'avancer quelque part dans un truc. Mais en fait, finalement, pour moi, ce qui est le plus important dans ma vie, justement, on revient à la même chose, c'est que je puisse m'amuser. Aussi longtemps que je peux m'amuser, il se trouve que je m'amuse aussi quand je travaille, enfin, qu'est-ce que travailler. Donc, moi, et pour moi, ça, c'est excessivement important. Et je pense que l'avenir du monde aussi, c'est que de plus en plus de personnes vont se dire, OK, dans la vie, qu'est-ce qui est important? Avoir beaucoup d'argent? Finalement, quand il y en a assez, il y en a assez. Mais ça aide quand même. Mais être heureux dans la vie, d'avoir une vie harmonieuse, avoir des amis, de vrais amis, etc. Pour moi, dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça, je crois que j'en suis excessivement conscient aujourd'hui et j'évite aujourd'hui de m'ennuyer avec des gens qui ne sont pas intéressants. Et vous vous êtes amusé au Standard?
de Chez les temps filles. en temps. Chez les filles. Les filles surtout. Merci Ferry, merci Roland, c'était vraiment super. Et, grand merci pour votre présence. Ok. Merci.